La Méditerranée est aujourd'hui un hotspot du changement climatique. L'une des régions du monde les plus touchées par le réchauffement. Alors que depuis les années 1970, la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré, en Méditerranée, l'augmentation de la température moyenne a dépassé 1,5 degré. Et elle devrait atteindre 3 degrés d'ici la fin du siècle, voire 5 degrés, selon le scénario pessimiste des experts du GIEC. Les projections du GIEC qui ont été faites ces 2 dernières décennies se sont toutes révélées exactes. Même si maintenant on stoppait complètement toutes les émissions de gaz à effet de serre, la température ne redescendrait pas, elle va rester pendant plusieurs siècles à la même valeur que maintenant. On a quand même déjà enclenché des processus qu'on ne pourra pas stopper. Alors que le réchauffement s'accélère depuis les années 2000, le sud de la France concentre tous les risques. Augmentation du niveau marin, tempêtes, précipitations intenses, sécheresse, feux de forêt. Les conséquences sont déjà très concrètes, parfois tragiques, et il faut s'attendre à une intensification de ces phénomènes extrêmes dans les décennies à venir. Dans ce laboratoire du climat, du littoral aux glaciers alpins, en passant par les forêts et les cours d'eau, les scientifiques peuvent mesurer les mutations à l'œuvre dans l'environnement méditerranéen. Dans quelles conditions nos petits-enfants vivront-ils en Méditerranée en 2100 ? Près de Nice, la rade de Villefranche-sur-Mer, exceptionnellement profonde et riche en plancton, constitue un lieu de recherche privilégié sur la Méditerranée. Des prélèvements d'eau sont effectués chaque semaine par les chercheurs de la base océanographique depuis 1957. Cette étude continue de la chimie de l'eau a permis aux scientifiques de se rendre compte de la rapidité du réchauffement de la Méditerranée. L'océanologue Laure Mousseau est responsable de ces prélèvements, hiver comme été. Toutes les semaines, on sort en mer, on va prélever nos échantillons d'eau à différentes profondeurs qu'on va rapporter à terre. Et dessus, on va faire un certain nombre d'analyses pour rendre compte de à peu près une quinzaine de paramètres de comment est constituée la colonne d'eau, quelle chimie y a-t-il à l'intérieur. On fait 3 points. Donc un qui était relativement profond à l'entrée de la rade. Là, c'est un fond qui est à 80 mètres de profondeur. Le point C, qui est à l'extérieur, est à 350 mètres de profondeur. Ensuite, on va au point B+, où on fait également le même type de profil, de façon à avoir une colonne d'eau qui a jusqu'à 100-150 mètres. Et ces 3 points sont suivis donc toutes les semaines, donc c'est quand même une bonne représentativité, ce qui nous permet donc d'avoir une série qui soit relativement serrée dans le temps. Et ce qu'on observe, donc ça sont des travaux qui sont conduits au laboratoire avec d'autres équipes, qu'effectivement il y aurait un réchauffement de la colonne d'eau, il y aurait une modification de la température de l'eau. Si on calcule l'augmentation décennale, elle est d'environ 0,7 degrés par décennie. Donc c'est énorme ce réchauffement. La Méditerranée est une mer qui se réchauffe beaucoup. Et elle absorbe aussi beaucoup de gaz carbonique, beaucoup plus que la moyenne des mers et océans, parce qu'elle est justement en train de se réchauffer rapidement. Ces séries temporelles sont importantes pour documenter ce qui se passe et essayer de tirer des sonnets d'alarme pour que les décideurs agissent. L'excès de chaleur qui est induit par nos rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère, 93% de cet excès de chaleur est stocké dans l'océan. Et donc on voit maintenant l'impact du changement climatique jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et par ailleurs, le réchauffement de l'eau de mer augmente aussi le volume, parce que l'eau chaude a un volume plus important que l'eau froide. Le niveau de la mer augmente pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la dilatation thermique. Quand vous chauffez de l'eau, eh bien, elle se dilate. Donc, comme la température de la mer augmente, les masses d'eau se dilatent et le niveau augmente. Et puis, le deuxième facteur, c'est la fonte des glaciers continentaux. D'abord, les glaciers de montagne qui sont les plus vulnérables parce qu'ils sont plus petits. Et puis, les gros glaciers arctiques ou antarctiques comme le Groenland ou la calotte antarctique. On a des marégraphes qui mesurent le niveau de la mer, on en a à Marseille.
Lui, il enregistre à peu près depuis la fin du 19e siècle une augmentation du niveau de l'ordre de 17 à 19 cm. Ça correspond à peu près à la moyenne du globe. Mais on observe quand même que depuis une vingtaine d'années, ça s'accélère. La vitesse de fonte, elle a doublé par rapport à ce qu'on avait avant les années 90. L'augmentation du niveau de la mer est la première grande conséquence du réchauffement climatique. Les projections prévoient une élévation d'1 mètre environ d'ici 2100, menaçant toutes les zones de basse altitude, principalement la Camargue, dont les 3/4 du territoire se trouvent à 1 mètre sous le niveau marin. Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, ce phénomène est déjà bien visible. Nous sommes dans une zone où il y a encore très peu de temps existait ici une plage. Et ce que vous voyez derrière moi, cette passerelle, c'est un vestige, un témoin de cette période. Il y a encore 15 ans, il y avait un parking, la passerelle et une plage qui faisait 80 à 100 mètres de large. Et donc on voit très bien la dynamique qui est très rapide puisqu'en l'espace d'une quinzaine d'années, la plage a disparu, le parking a disparu et seule cette passerelle reste encore plantée dans la mer, ce qui est assez sidérant. L'ensemble du delta de la Camargue a été protégé sur ces 3 faces par des digues. À la fois la digue à la mer qu'on voit ici, mais aussi le long des 2 bras du Rhône. Et donc depuis 150 ans, la Camargue a été fixée entre ces digues, mais pour autant elle n'a pas été figée. Et en fait, la Camargue continue à évoluer sous la force conjuguée de 3 phénomènes. Le premier, c'est la subsidence. La Camargue s'enfonce sur elle-même et elle perd presque 1 mm par an. L'autre phénomène, c'est la baisse des sédiments. Il y a aujourd'hui à peu près les 2/3 des sédiments qui arrivaient fin du XIXe siècle qui n'arrivent plus aujourd'hui. Donc moins de matériaux pour construire la Camargue. Le troisième, c'est les courants marins. On a ici en Camargue un courant marin qui est le courant Ligure, qui va d'est en ouest, qui reprend ces sédiments et qui les emporte, et donc qui fait des zones où ça érode et des zones où ça s'accumule. Et le quatrième et dernier phénomène, c'est le changement climatique, avec la hausse du niveau marin. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un peu une conjonction de tous ces phénomènes. En l'espace d'un siècle, à peu près, on a perdu 800 mètres de plage. Aujourd'hui, la mer bloque sur cette digue, qui est un ouvrage en dur, un enrochement, mais les spécialistes font régulièrement des mesures et ils ont mesuré qu'au large des Saintes-Maries-de-la-Mer, l'érosion continue, une érosion sous-marine. Aujourd'hui, les fonds au droit des Saintes-Maries sont 2 mètres plus profonds qu'il y a environ 100 ans. Et ça a une des conséquences très fortes, notamment lors des tempêtes. Si vous avez des fonds plus profonds, eh bien, l'énergie de la houle arrive jusque sur la côte et avec des coups de boutoir qui sont beaucoup plus puissants et avec des destructions beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, cette digue, c'est vraiment l'ouvrage de défense contre la mer et donc le syndicat mixte qui gère ça a pour mission de la conforter. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ces enrochements ont été disposés l'an dernier pour consolider cette digue qui maintenant est directement face à la mer. Auparavant, il y avait une plage et la mer ne venait pas frapper contre la digue. Aujourd'hui, c'est le cas. Cette digue face à la mer est un défi pour le CIMADREN, le syndicat mixte interrégional chargé d'aménager tous les ouvrages de protection du delta du Rhône. Il réfléchit aux solutions afin de limiter les dégâts et protéger les biens et les personnes à l'horizon 2050. C'est un peu trop tôt pour dire, par exemple, il faut se replier ou délocaliser, c'est beaucoup trop tôt. Délocaliser les Saintes-Maries-de-la-Mer, ça coûterait entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Alors qu'une protection peut coûter beaucoup moins cher. Les travaux qu'on a réalisés, on a fait déjà un gros programme entre 2002 et 2012, c'était 12 millions d'euros. Et on met 150 000 euros chaque année d'entretien. On va bâtir un programme d'action, de prévention des inondations, qui va démarrer d'ici 5 ans et qui va peut-être prendre 10 ans. Et c'est au travers des analyses économiques sur du long terme, c'est là où on va prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'engager en fait, sur des actions. En fait, hein. Parce qu'il faut que les décideurs, donc les élus locaux, mais également en fait, l'État et les financeurs, je veux dire, aient toutes les données en, fait, en main. Et là, on vient juste de débuter ce travail-là. Il ne suffit pas de dire on va délocaliser parce que ça serait à la mode, c'est un peu plus subtil. Ça sera sûrement d'ailleurs un mixte entre des ouvrages de protection et peut-être de la délocalisation, donc ça veut dire la recomposition spatiale. Donc on voit qu'on est dans un peu une course contre la montre, mais sur du court terme, où pour le moment il faut tenir parce qu'on est face à une zone, le village de Sainte-Marie-de-la-Mer, où il y a des gens qui y vivent, il y a des enjeux humains, des enjeux économiques forts, donc des moyens sont mis pour tenir contre la mer. Et il est raisonnable de tenir à court terme. La question c'est, est-ce qu'on pourra tenir longtemps, jusqu'à quand, et qu'est-ce que sera le coup d'après ? Et ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse aujourd'hui. Ma conviction, à moi, c'est qu'il y a un moment où on ne pourra plus tenir. Et c'est là où il est important de pouvoir se projeter dans le temps long. Aujourd'hui, la mer monte de quasiment 5 mm par an, mais c'est un phénomène qui continue à accélérer. Donc d'ici la fin du siècle, si la mer est 1 mètre plus haut, si les tempêtes sont plus puissantes, avec une force des vagues plus puissante qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'un ouvrage comme celui-ci suffira ? La réponse est fatalement non.
Même si on arrive à tenir le trait de côte, la pression de l'eau de mer fera remonter le sel dans les terres. On a une difficulté de plus en plus grande, année après année, à gérer l'eau. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une vingtaine de jours où le niveau des étangs est plus haut que le niveau de la mer. Il y a un moment où on ne pourra plus évacuer gravitairement les eaux des étangs vers la mer. On voit que là, on est dans un système qui est en train de basculer. On ne sera pas indemne de la pression du sel qui va venir beaucoup plus présente en Camargue. La montée du niveau marin déstabilise profondément l'environnement. Les taureaux souffrent désormais du manque de prairies. Quand Van Gogh a peint les Saintes Maries il y a 130 ans, la ville était encore entourée de vignobles et de lavandes. Aujourd'hui, elle est ceinturée de remparts contre la mer. Avec 1 mètre d'eau en plus, sera-t-elle engloutie à la fin du siècle? Peut-elle résister? Je ne pense pas qu'on puisse lutter contre ça. Mettre des digues, ça va peut-être retarder un petit peu le phénomène, le contenir localement, mais on ne peut pas faire des digues à l'infini sur tout le rivage, donc ça finira quand même par rentrer dans les terres à certains endroits. Donc il vaut mieux essayer de s'adapter à l'augmentation du niveau de la mer que de mettre des murs, quoi. Selon les projections du GIEC, le risque de submersion concerne toutes les communes situées à l'embouchure du Rhône. Les Saintes-Maries, mais aussi le Grau-du-Roi, Port-Saint-Louis et Salins-de-Giraud. 25 000 personnes vivent actuellement dans cette zone. On peut penser que tous ces biens-là, les personnes qui vivent là, un jour ou l'autre, soient confrontées à l'arrivée de la mer et donc que la délocalisation soit une solution qu'il faut envisager d'ores et déjà. Pas pour maintenant, mais en tout cas avoir une planification de long terme pour penser comment investir aujourd'hui dans une perspective où la montée des eaux va se poursuivre, parce qu'on parle bien sûr de 2100, mais ça ne va pas s'arrêter en 2100. Aujourd'hui, dans les 2 projections du GIEC, en fait, la différence, elle se fait à partir de 2050. Donc, c'est difficile aujourd'hui de se dire je pars sur ce scénario pessimiste parce que je suis plutôt d'une nature pessimiste, ou je pars sur ce scénario optimiste parce que je suis d'une nature optimiste. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Si on arrive quand même à prendre des mesures de limitation des gaz à effet de serre, eh bien, on pourrait espérer à l'horizon 2100 ne pas dépasser les 40 cm. Par contre, si on continue comme on fait jusqu'à maintenant, on arrivera facilement à 80 cm. D'après les projections du GIEC, eh bien, ça va encore s'accélérer. Toutes les villes côtières auront quand même des problèmes de fonctionnement liés à l'augmentation du niveau de la mer. Ce qui est à moins d'1 mètre d'altitude, ça va être noyé d'ici la fin du siècle. Dans le Var, toute la région d'Hyères, la presqu'île de Gien, toutes ces zones-là vont évidemment beaucoup souffrir. La célèbre presqu'île de Gien est reliée au continent par un mince cordon dunaire. Formée par les sédiments apportés par les fleuves côtiers depuis des siècles, cette étroite bande de sable, haut lieu du tourisme estival, est condamnée à disparaître. En hiver, la route est rongée par les tempêtes et fermée à la circulation. Chaque année, inlassablement, on s'emploie à réparer les dégâts, vider les canaux pleins de vases, dégager la route, ramener du sable, consolider les digues. Mais combien de temps pourra-t-on encore le faire? Dans moins de 200 ans, Gien redeviendra une île, comme cela a déjà été le cas par le passé. Sur tout le littoral méditerranéen, le trait de côte va irrémédiablement changer. À l'est de la presqu'île, le Conservatoire du littoral a acheté dans les années 1990 la zone des Vieux Salins, autrefois exploitée par la Compagnie des Salins du Midi. Comme la Camargue, cette zone située 1 mètre au-dessous du niveau de la mer est soumise à l'érosion côtière et à la pression des vagues. Pour protéger le village et cette réserve ornithologique, le Conservatoire du littoral a mis en place une stratégie d'adaptation consistant notamment à démonter la digue construite au moment de l'exploitation du site.
Il faut savoir que tous ces ouvrages qui se construisent frontalement à la mer ont pour effet de stocker les sédiments, de les empêcher de passer et du coup ont un effet érosif sur l'ensemble des plages qui se trouvent en aval. C'est le cas ici de cette plage des Vieux Salins. Nous avons commencé à observer ce que nous appelons une cellule d'érosion, c'est-à-dire un endroit sur la plage qui commence vraiment à être grignoté par la mer au fur et à mesure du temps. On perd en gros 1 mètre de plage par an, ce qui est assez notable. Et on le voit notamment au travers des souches de pins qui montrent que les pins étaient beaucoup plus en avant sur le littoral parce que la plage était beaucoup plus large à l'époque. Et donc le fait que la mer s'avance comme ça dans le site, c'est problématique pour nous. Pourquoi ? D'une part, la plage va disparaître, mais ça menace directement l'ensemble du site et notamment le canal d'alimentation parce que le site est sous le niveau de la mer. Une submersion ici au niveau du canal d'alimentation causerait de gros dégâts à l'intérieur du site, mais aussi des dégâts humains et matériels au niveau du village des Salins. Donc nous avons tout intérêt à protéger ce canal d'alimentation ici. Et donc c'est ce que nous avons fait au travers de ce rechargement dunaire. Donc c'est tout simplement la construction de ganivelles. Ces ganivelles, ce sont des petites barrières de bois qui ont pour vocation de retenir le sable. Cette contention permet à la végétation de se développer. Qui dit végétation qui se développe dit un système racinaire qui se met en place et donc une protection des dunes par la voie de la végétation. Lors des tempêtes de cet hiver et de cet automne, nous avons un véritable millefeuille de feuilles de posidonie et de sable qui se sont créées. Donc les feuilles de posidonie ont été amenées par la mer, donc ce sont des feuilles mortes. Et puis le sable a été amené également par la mer, mais aussi par le vent. Et c'est ce millefeuille qui permet de stabiliser les dunes, mais aussi de les engraisser pour qu'elles deviennent de plus en plus importantes et qu'elles jouent le rôle de barrière contre la submersion marine. Ce réensablement naturel a permis de consolider la plage des Vieux Salins. Le Conservatoire du littoral a aussi choisi de déplacer l'érosion en amont en démontant progressivement l'ancienne digue. Comme on est sur un espace naturel remarquable au titre de la loi littorale et qu'il n'y a pas d'enjeu humain directement derrière, puisque c'est un site naturel sur plus de 350 hectares, nous avons fait le choix de ne pas poursuivre cette digue d'enrochement, mais au contraire de l'enlever, de l'effacer pour que la nature fasse son œuvre toute seule. C'est ce qu'on appelle la gestion souple du trait de côte. La stratégie qui consiste à laisser faire la nature, c'est une solution pour s'adapter au changement climatique, puisque on le sait, donc la mer va monter d'à peu près 1 mètre d'ici 2100, et le système de la dune qui roule sur elle-même, c'est-à-dire qui se déplace au fil des tempêtes et au fil de l'évolution du niveau de la mer, c'est une solution justement pour s'adapter à l'élévation du niveau de la mer, aux tempêtes qui risquent d'être beaucoup plus fréquentes et plus fortes, très certainement, et donc de faire en sorte que le site soit plus résilient qu'il ne l'est aujourd'hui. En supprimant une partie de ces enrochements le long du rivage, on choisit tout simplement de décaler la cellule d'érosion qui se forme directement au contact des enrochements et du sable. Et donc on le voit ici, cette encoche s'est formée au cours des 2 tempêtes de l'hiver dernier. Donc on a eu une érosion de plusieurs mètres qui s'est faite à l'intérieur du rivage, mais c'est une érosion que l'on a choisie quelque part puisque cette érosion se fait sur un endroit du site qui n'est pas du tout stratégique. Alors c'est vrai que c'est un endroit du site qui est très beau, c'est une très jolie pinède. Donc les pins vont malheureusement régresser, on le voit, certains sont en train de mourir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plage s'engraisse quelques centaines de mètres plus loin, là où on l'avait choisi. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'équilibre hydrosédimentaire. Donc c'est faire en sorte que ce site arrive à se réalimenter naturellement en sable, à avoir un cordon littoral suffisamment épais pour pouvoir correctement fonctionner lors des vagues de submersion. Et c'est aussi faire en sorte que la zone humide puisse jouer le rôle de zone tampon contre les épisodes d'inondation et de submersion. Les zones tampons, qui sont en général des zones humides le long du littoral, vont absorber en fait les variations du niveau de la mer. S'il y a toutes ces zones qui ne sont pas construites où cette eau peut être contenue, eh bien ça va aider. D'ailleurs, les Hollandais ne mettent pas forcément des digues partout, ils mettent plutôt des zones de 2 km tout le long du littoral avec des dunes
qui servent aussi de zone tampon. Je pense que dans ce problème de changement climatique, il faut privilégier les solutions naturelles plutôt que les solutions technologiques qui sont toujours nettement plus risquées. 80% de la population de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur habite sur le littoral, en ville, soit 4 millions de personnes. L'urbanisme devra changer pour arrêter de construire dans des zones qui auront bientôt les pieds dans l'eau. Une quarantaine de communes, plus de 10 000 bâtiments, sont concernés par ce risque. Les spécialistes prévoient que la hausse du niveau marin se poursuivra pendant des siècles à hauteur, disent-ils, alors ça dépend bien sûr des modèles, mais entre 2 et 4 mètres de plus par siècle. Donc il est très clair qu'on peut penser que d'ici la fin de ce siècle, il y a des solutions techniques ou autres qu'on peut mettre en place pour continuer à y vivre. Je vois mal comment à l'échelle de 2 siècles ou avec 2 ou 4 mètres ou 8 mètres d'eau en plus en Camargue, on pourra continuer à y vivre comme on y vit aujourd'hui. Habituellement, le GIEC arrête ses projections à 2100. Mais dans le rapport sur l'océan et la cryosphère, il nous a été demandé de faire des projections beaucoup plus lointaines pour l'élévation du niveau de la mer. Parce qu'évidemment, les décideurs doivent savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour adapter les infrastructures côtières aux changements qui vont se dérouler. Dans le cas le plus compliqué, c'est-à-dire le cas où il n'y a pas d'action climatique significative, le résultat en 2300 serait une augmentation du niveau de la mer de 5,40 m. Ce qui est absolument gigantesque. Même le littoral PACA, qui est un littoral qui est assez rocheux et donc moins affecté en ce qui concerne l'érosion par cette élévation du niveau de la mer, il va falloir surélever les infrastructures côtières. Ici, dans notre région, on a des routes côtières qui sont à une altitude de 1 mètre ou 2 au-dessus du niveau de la mer. On a l'aéroport qui est évidemment extrêmement menacé. Forcément, lors des tempêtes qui deviennent de plus en plus intenses, les phénomènes de submersion ont vocation à augmenter considérablement. Donc toutes les infrastructures côtières vont devoir être changées, les ports, les digues. Donc c'est un coût faramineux. Même dans des villes comme Marseille où il y a des rochers tout autour, on se dit les maisons sont à plus de 10 mètres d'altitude, donc on risque rien. Sauf qu'il y aura quand même des conséquences, par exemple le tout à l'égout. Bon, évidemment, il y a les stations d'épuration. Cette eau part dans la mer. Si le niveau de la mer augmente, eh bien, on n'aura plus cette possibilité d'évacuer aussi facilement. Toutes les eaux pluviales également vont avoir des difficultés à s'évacuer. Le réchauffement de la mer est au cœur des mutations du climat méditerranéen. Les risques d'inondation sont d'autant plus élevés que ce réchauffement rapide entraîne aussi des phénomènes de précipitation extrêmes, des épisodes méditerranéens difficiles à prévoir et de plus en plus violents. Dans notre région, quand la mer est très chaude, il y a beaucoup d'évaporation. Cette évaporation amène un air chaud et humide dans les montagnes, où la température est froide. Donc ce contraste entre l'air froid et l'air humide crée des précipitations majeures, des orages, etc. Donc l'intensité de ces épisodes dépend de l'augmentation de la température de l'eau. En octobre 2020, quand se déchaîne la tempête Alex, la mer est encore à plus de 20 degrés, une température anormale pour le début de l'automne, provoquant un épisode méditerranéen diluvien. 600 mm de pluie s'abattent en quelques heures, soit l'équivalent d'une année de précipitation. Les rivières du Var, de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya se déchaînent, détruisant routes, ponts, maisons. Même des cimetières ont été emportés. Un déluge. Une trentaine de morts et de disparus dans les Alpes-Maritimes et en Italie. Les dégâts dépassent le milliard d'euros. Il faudra des années pour rebâtir. Certains ont tout perdu. Beaucoup de ces réfugiés climatiques ne reviendront plus dans leur hameau rayé de la carte. L'intensité et la fréquence de ces précipitations extrêmes ont augmenté ces dernières années et augmenteront de 15% dans les années à venir. Cannes, Nice, Mandelieu, Vintimille, touchés régulièrement depuis le début des années 2000, vont devoir vivre avec ce risque au XXIe siècle.
À l'ouest de la région, le Rhône fait également l'objet d'une vigilance permanente. Le fleuve peut-il lui aussi déborder suite à des précipitations intenses ? EDF a déjà dû surélever les digues protégeant la centrale nucléaire de Tricastin. Les ouvrages qu'érigent les hommes sur ce fleuve depuis des générations seront-ils suffisants en cas d'inondations extrêmes ? C'est sous le coup des crues successives que le pont d'Avignon, maintes fois reconstruit au fil des siècles, a fini par céder. La dernière crue centennale du Rhône est survenue en 2003, suite à des pluies intenses généralisées sur tout le sud-est de la France. Depuis ce drame meurtrier encore dans toutes les mémoires, le CIMADREM poursuit le renforcement des 220 km de digues destinées à contenir le fleuve. En 2003, là, on a la crue centennale, donc c'est 4 brèches. C'est à la fois toute la Camargue gardoise, plus de 210 millions de mètres cubes qui vont se déverser. Et ici, en fait, on a 2 ouvrages qui vont céder et ça va aller directement dans les quartiers nord d'Arles. Donc c'est 8000 personnes inondées et 350 millions d'euros de dommages. Pour l'ensemble du delta, la crue centennale de décembre 2003, c'est 700 millions d'euros de dégâts. Là, on se situe en rive gauche du Rhône, entre Tarascon et Arles. Et donc, on est en train de créer une digue de 10 km qui va en fait résister jusqu'aux crues millénales du Rhône. Mais sa particularité, c'est d'autoriser en fait les débordements sans entraîner de formation de brèches, la ruine d'ouvrages, jusqu'à des crues en fait centennales. Donc, pas de débordement jusqu'à la crue centennale. Au-delà de la crue centennale, il y a des débordements, mais c'est des débordements contrôlés qui vont être sur ce parement en enrochement bétonné, donc qui va résister au déversement et donc qui va en fait éviter la formation de brèches. Ça ne sert à rien d'augmenter les digues jusqu'au ciel, il y aura toujours une crue plus forte. Donc il faut accepter un moment l'inondation, mais par contre il faut refuser la formation des brèches. Parce que les brèches, c'est une libération d'eau accidentelle, très forte, qui peut créer des victimes. Et donc les inondations, il faut bien les connaître, les maîtriser les phénomènes. Développer une culture du risque et une mémoire du risque, c'est très important. Je pense que c'est important que les gens sachent où ils habitent. Plus on se prépare en amont, et plus on sait que pendant la grande crue, en fait, on aura tous le même niveau de connaissance et donc on pourra prendre des décisions très rapidement. Les épisodes méditerranéens sont 2 fois plus fréquents depuis les années 1960 et ils transportent 20% d'eau en plus. Face à ces phénomènes difficilement modélisables, de plus en plus de scientifiques préconisent de laisser les zones naturelles jouer leur rôle de régulation. C'est le cas des chercheurs de la Tour du Valat, institut de recherche créé en 1954. Aux côtés de Jean Jalbert, biologiste et ingénieur agronome, une équipe de 80 salariés, dont 45 scientifiques, milite pour la conservation des zones humides sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Quand on regarde tout ce qui se passe, on a un potentiel d'inondation catastrophique qui augmente au fil des décennies. Les fleuves, on en a fait des couloirs de plus en plus étroits, où on fait dévaler l'eau de plus en plus rapidement vers la mer, dans le même temps où on a besoin de capter l'eau pour la garder pour l'agriculture. Donc on fait des choses qui sont complètement incohérentes. Et donc les zones humides, pour moi, sont une réponse à la plupart de ces enjeux. Si on est capable de restaurer ces zones humides depuis les lacs de haute montagne, les tourbières, les plaines d'inondation, les lits majeurs des fleuves, on va pouvoir capter l'eau là où elle tombe, pouvoir réalimenter les nappes phréatiques qui sont les meilleurs réservoirs pour l'agriculture. Donc si on arrive à faire de ces zones humides, ces zones d'expansion, ces éponges extrêmement efficaces, ces amortisseurs climatiques, que ce soit dans le bassin versant, le long des fleuves et des rivières ou en bord de mer, on aura un allié absolument efficace et gratuit à notre service. Et c'est ça qu'il faut qu'on rentre dans nos esprits et qu'on considère que ces zones humides sont nos plus puissants alliés face aux changements en cours. Aurons-nous la sagesse de préserver ces zones humides ? Nos choix de société aujourd'hui sont décisifs pour la résilience de l'environnement face aux mutations provoquées par le réchauffement. Le compte à rebours est aussi enclenché pour les forêts méditerranéennes, qui couvrent près de la moitié du territoire de la région sud. Comment la végétation va-t-elle supporter la hausse des températures ? Si on dépasse le 2 degrés, qui est le deuxième seuil des accords de Paris, qui nous disent qu'il faut maintenir la température en dessous de 2 degrés et si possible 1,5. Si on dépasse le 2 degrés, on voit qu'on va arriver à des situations, pour la végétation en particulier, on aura des changements de végétation qui ne se sont jamais produits en Méditerranée pendant 10 000 ans.
Depuis 2007, dans les environs de Marseille, les chercheurs de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement étudient dans ses moindres détails la forêt de fond blanche, une forêt méditerranéenne typique de pins et de chênes verts. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, des dizaines de capteurs mesurent les flux de sève dans les troncs, la masse des végétaux tombant au sol, les variations de température et d'humidité. Plusieurs expériences permettent de comprendre les mécanismes du changement climatique sur la végétation, notamment l'impact sur l'abondance des espèces, la croissance des arbres, leur dépérissement. Chargé de recherche en écologie forestière, Maxime Caïret recueille régulièrement des données sur l'évolution des pins d'Alep. Sur des arbres témoins, les rameaux sont numérotés et surveillés d'année en année jusqu'au bout des aiguilles. PA 337 MS F2. C'est bon, j'y suis. Alors combien d'unités de croissance en 2020? Une unité de croissance en 2020. Ok. La longueur du rameau? Longueur du rameau 21. Ok. Le nombre de ramifications? Une ramification. Est-ce qu'il y a des cônes femelles? Non, il n'y a pas de cône femelle. D'accord. Le pourcentage d'aiguilles restantes et le pourcentage d'aiguilles jaunes? 100 et 0 pour 2020. D'accord. Sur 2019? Pour 2019, il est mort, il a séché. On a des aiguilles qui sont assez petites, généralement en 2019, parce que l'été a été très sec. Lorsque les arbres sont vraiment affaiblis par la sécheresse, il y a certains insectes qui vont réussir à se développer et qui vont petit à petit soit tuer l'arbre ou soit tuer certains organes comme cette branche qui vient de mourir. La plupart des aiguilles commencent à jaunir, les cônes aussi deviennent gris alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et en fait, cette branche a été attaquée par une mineuse, donc on voit ici un trou qui a été fait par un insecte qui a pondu une larve à l'intérieur. La larve s'est développée à l'intérieur du rameau et a donc cassé le rameau. Donc si on voit bien que la tige est creuse et qu'il y a eu un insecte qui s'est développé à l'intérieur, donc on voit pas l'insecte, il est parti. Mais on voit très bien que tous ces pins d'Alep sont affectés par de nombreux pathogènes, que ce soit les mineuses, les cochenilles, les scolites et différents coléoptères. L'impact du changement climatique sur la forêt méditerranéenne est assez négatif. On observe depuis les années 90 une augmentation du taux de mortalité des arbres et du déficit foliaire des arbres, quelles que soient les espèces et les sites. Le phénomène de dépérissement qu'on observe en région méditerranéenne sur nos pins d'Alep, on l'observe aussi sur les pins sylvestres et les chênes pubescents un peu plus hauts en altitude et plus haut dans la région, donc typiquement dans l'Auvergne. On a des forts taux de mortalité, des forts taux de déficit foliaire, donc de l'ordre de 60%. On l'observe aussi à plus haute altitude, donc vraiment dans l'étage montagnard, par exemple pour le sapin ou le hêtre, dans le Mercantour, en Vésubie ou dans le Haut-Verdon. On a des phénomènes de mortalité qui sont très importants depuis la fin des années 2000. On prévoit que ces arbres devraient petit à petit disparaître. Ici, on est sur une expérience de sécheresse augmentée. Il y a des gouttières qui ont été installées et qui couvrent approximativement 30% de la surface d'une parcelle qui fait 25 par 25 mètres, qui exclut à peu près 30% des précipitations. Et ça permet de regarder ce que serait une sécheresse sous changement climatique et l'impact que ça aurait sur les plantes, les arbres, le sol. Ce qu'on a pu voir, nous, avec les mesures de phénologie, donc de longueur d'aiguille, de croissance des branches annuelles, c'est qu'avec la réduction des pluies, on a une réduction de la croissance des arbres, donc en termes de hauteur et en termes de nombre de branches, qui est de l'ordre de 20% en moyenne. Si le développement socio-économique de nos sociétés est tel qu'actuel, et qu'il n'y a aucun changement de nos politiques environnementales, on va aller sur des augmentations de température de l'ordre de 4,5 ou voire 6,5 degrés à l'ordre de la fin du siècle. Et donc ceci devrait entraîner une transition de nos forêts à des stades plus arbustifs, donc typiques de la garrigue, donc une disparition petit à petit des arbres adultes et assez hauts, pour des stades un peu plus arbustifs et de bas étage, comme avec des chênes verts ou des chênes kermès et des romarins. En fait, dans le contexte du changement climatique, il y a plusieurs menaces. Il y a les menaces qui sont liées à l'augmentation graduelle des températures et du niveau de sécheresse. On a aussi une augmentation du nombre d'extrêmes climatiques, donc de plus en plus de canicules pendant l'été. On a aussi d'autres menaces, par exemple liées aux pathogènes. Et aussi, on aura d'autres effets, par exemple l'augmentation des incendies, qui va fortement impacter nos écosystèmes forestiers. Si les températures augmentent
de 1 ou 2 degrés par exemple en moyenne et qu'on a de plus en plus de pics de chaleur aux alentours de 45 degrés, ça peut rendre vulnérable notre forêt méditerranéenne plus que ce que l'on a aujourd'hui. Et donc plus vulnérable, ça veut dire avec autant de vent et avec autant de sécheresse, d'avoir des incendies plus difficiles à contrôler parce que des masses combustibles plus importantes. Le contrôleur général François Pradon est le chef d'état-major du CESOC, le centre zonal opérationnel de crise de la zone de défense et de sécurité sud, qui regroupe la région PACA, l'Occitanie et la Corse. En été, il coordonne les moyens de prévention et de lutte contre les incendies, réunissant prévisionnistes, pompiers, sécurité civile, forces de l'ordre et ingénieurs de l'Office national des forêts. 2 fois par jour, c'est la référente nationale feux de forêt de Météo France, Florence Weiss, qui est chargée d'établir des cartes de danger déterminant le positionnement des forces d'intervention dans cette zone à haut risque. Peut-être du 35 sur le Var ici, des averses, des orages, en Corse. Tout le monde est là, est-ce que Florence c'est bon ? On a des températures de l'ordre de 32 à 33 degrés, mais on a jusqu'à 36 degrés dans le centre Var. Et un Mistral qui ce matin a des rafales de l'ordre de 30-40 km/h vers Avignon et Tambert, et qui va se renforcer progressivement et s'étendre jusqu'au sud varois, avec des rafales de l'ordre de 60 km/h sur les Bouches-du-Rhône et de l'ordre de 70 km/h des Calanques jusqu'à la presqu'île de Gien. Sur les zones où on a une sécheresse forte, où on a le vent le plus fort, on a un danger de niveau très sévère, de 13h à 19h. C'est une zone où on a une sécheresse de la végétation qui est forte, donc de niveau rouge, et qui est tangente et limite très forte niveau noir. Donc c'est quand même une zone où on a un niveau de sécheresse observé par l'ONF qui est le plus marqué. Le bassin méditerranéen, sa caractéristique, c'est des étés très chauds, très secs et ventés, parce qu'on a beaucoup de relief autour de cette Méditerranée. Donc déjà, historiquement, climatologiquement, c'est un lieu où on a les incendies les plus forts au niveau de l'Europe. Avec le changement climatique, avec un temps plus sec, plus chaud, avec une végétation plus abîmée, plus desséchée, on a forcément des conditions qui vont devenir plus dures et donc on aura a priori des incendies plus fréquents, plus rapides et plus puissants. On sait qu'après les années 50, une année de canicule comme 2003 deviendra la norme et 2003 c'est l'année où on a le plus brûlé. On a brûlé 60 000 hectares. Donc ça veut dire qu'on aura plus de jours propices aux incendies. On pose les Canadair à Nîmes, on fait Marseille-La Ciotat Toulon. Ok. Pascal, on fait partir le Canadair pour 11h, comme ça il est posé à midi à Ajaccio. Et on fait un autre plutôt, on va dire hier Martigues Aubagne, quoi, fait qu'il fasse un petit triangle là-dedans, quoi. Pour moi, le massif à faire attention aujourd'hui, c'est les Alpilles, le Salonnais et toute la partie sud-Var littoral. Donc c'est les 2 endroits où ça craint, sans parler de la Corse. Bien que le danger météorologique d'incendie soit nettement en augmentation depuis les années 70, la superficie des feux brûlés a été en gros divisée par 2 depuis les années 90, grâce à un changement de stratégie dans la prévention et dans la lutte. Par rapport à ces cartes de danger et par rapport à ces impacts de danger sur la forêt, on adapte un dispositif dit préventif pour essayer, et ça c'est la doctrine française, d'éteindre un feu dans les 10 minutes. Parce qu'on sait que si on laisse se propager un feu plus de 10 minutes dans une forêt fragile comme la forêt du sud de la France, c'est des feux qu'on dit après incontrôlables, catastrophes, et qui peuvent brûler 1000, 2000, 3000 hectares comme malheureusement on le voit par le passé. Évidemment, il y a les grands massifs forestiers du Var, de la Corse, qui sont des massifs particulièrement sensibles, mais de plus en plus, on a aussi des feux périurbains, des feux de friche. On a vu les feux dans le Gard qui ont traversé des oliveraies, qui ont traversé des vignes, ce qui n'arrivait pas avant. Et donc on a une bascule d'une surveillance particulière sur des grands massifs méditerranéens à une zone beaucoup plus large à protéger, les zones périurbaines, agricoles, y compris dans les régions méditerranéennes. L'écrasante majorité des départs de feu est due aux activités humaines. Le risque d'incendie vient aussi de l'urbanisation croissante, des nombreuses habitations et zones d'activité aux abords des forêts.
Les zones sensibles vont également se déplacer, car le territoire de la forêt lui-même est amené à évoluer d'ici 2100. Les scientifiques anticipent une mutation de tout l'écosystème. Avec le changement climatique, on devrait avoir une montée en altitude et une montée dans le nord de la végétation. Donc, typiquement, les pins d'Alep et les chênes verts devraient aller de plus en plus dans le nord. Les pins sylvestres et les chênes pubescents aussi devraient aller plus dans le nord ou à plus haute altitude, ainsi que les hêtres et les sapinières. Le problème, c'est que pour que les espèces puissent migrer à plus haute altitude ou à plus haute latitude, il faut à la fois que les espèces soient capables de se reproduire et que les graines puissent se disperser à une forte distance, donc ce qui n'est pas évident pour les arbres qui ont des graines assez grosses. Ensuite, les graines, lorsqu'elles arrivent dans un nouveau milieu, elles se rentrent en compétition avec d'autres individus et donc elles peuvent ne pas germer, elles peuvent mourir. Et ensuite, l'arbre prend un certain temps avant de se développer. Et il faut aussi que l'arbre se développe et arrive à faire la première graine. Donc il faut au moins 20 à 30 ans pour faire une nouvelle graine, par exemple pour le hêtre ou pour le chêne, avant que cette graine-ci puisse ensuite être redispersée et poursuivre ce mouvement de dispersion. Le problème, c'est qu'actuellement, le changement climatique va beaucoup trop vite par rapport à la capacité des plantes à se disperser et à migrer vers le nord. Et là, vu qu'on a de plus en plus d'événements extrêmes qui arrivent de manière très régulière et plus rapide, cela met en jeu les capacités de résilience des arbres. Cette migration de la flore méditerranéenne vers le nord se fait déjà sentir à 150 km de la forêt de Font-Blanche. À Chabestan, dans les Hautes-Alpes, Anne-Marie Gros, agricultrice et maire du village, sait que l'environnement de la montagne est en train de se transformer radicalement. On sent que le processus s'est mis en route, clac, et les choses sont en train de changer. Je pense que dans 10 ans, 20 ans, on n'aura plus du tout la même forêt. Les chênes verts commencent à remonter. On voit que nos pins sont en train de sécher, disparaître. Sur la commune, on avait fait il y a 30 ans des plantations de pins et de sapins. Le pin, c'est ce qui s'adaptait plus facilement et ce qui demandait le moins de terre végétale et bonne possible. Et l'autre jour, on a fait le tour avec l'agent de l'ONF et elle me disait elle n'est pas sûre que les sapins vont pousser. En plus, grosse erreur, ils sont plantés plein sud. Une fois qu'on aura enlevé le couvert pour soi-disant les laisser pousser, il se peut qu'en fait on les fasse sécher tout simplement. C'est vrai dans les pins, c'est vrai dans les forêts, mais c'est vrai dans les champs aussi. Moi, sur mon exploitation, on a 15 hectares de prairies naturelles, avec la diversité et la biodiversité qu'on avait dans la région. Et là, ça fait 4 ou 5 ans, certaines espèces disparaissent au profit d'autres. La nature ayant horreur du vide, on sait qu'il va y avoir d'autres choses. Pour l'instant, le constat, c'est qu'elles sont moins fournies, elles sont moins fleuries. On perd une partie de la biodiversité qui était ce qu'elle était sur notre secteur, quoi. Alors ce qu'on constate quand on regarde en fait les projections climatiques, c'est qu'il y a un réchauffement plus important en montagne. On peut visualiser la carte sur la région PACA et on voit bien que sur les Alpes du Sud, donc toujours avec le scénario pessimiste et toujours donc à la deuxième partie du XXIe siècle, on est sur une anomalie de température maximale de plus à 5 à 6 degrés, alors qu'en Provence on est plutôt dans du plus 3 et plus 4 degrés. Ce réchauffement climatique extrême est particulièrement visible en haute montagne. Dans le massif des Écrins, près de Briançon, le glacier Blanc, le plus grand glacier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est situé entre 4000 et 2300 mètres d'altitude et s'étend sur près de 5 km. Les gardes du parc national des Écrins le scrutent comme du lait sur le feu. Le glaciologue Emmanuel Thibert, chercheur à l'INRAE, effectue régulièrement des mesures pour évaluer son évolution. On vient renouveler des balises qui sont implantées dans le glacier. Et ces balises nous servent à mesurer chaque année la fonte. Ce sont des balises qu'on enfouit dans la glace. Et au fur et à mesure que la glace fond depuis la surface, en fait, les balises ressortent de semaine en semaine. Et en mesurant la hauteur qui émerge, on arrive à calculer ce qu'on appelle le bilan de masse du glacier, la perte d'épaisseur, la perte de glace annuelle. Là, on vient de mettre 10 mètres de jalons dans le trou, là. Et donc, on peut espérer tenir 3 ans maximum. On a une quinzaine de sites où on fait ce type de mesures. On va se déplacer. Et puis après, il y aura des visites à la fin du mois d'août, à la fin du mois de septembre, pour regarder combien ça a fondu entre le moment où on les a mises et puis la fin de l'année.
Et puis ces balises, on les retrouvera l'année prochaine, en cours d'été et en fin d'été, pour avoir cette fois-ci la fonte qui aura eu lieu sur toute l'année en fait. On est en train de mesurer l'émergence d'une balise, elle a été posée l'année dernière. Ça a fondu de plus de 3,20 mètres. Le glacier il a reculé de presque 2 km depuis le milieu du 19e siècle. Il y a une sorte de petite rupture climatique à partir du milieu des années 80. Et à nouveau, à partir des années 2002, 2003, 2004, la fonte s'est encore accélérée. En moyenne, sur le XXe siècle, il perd à peu près 30 cm par an. Mais en fait, ça s'accélère. Actuellement, il perd à peu près 80 à 90 cm chaque année. La cause principale en fait, de la disparition du volume du glacier, c'est surtout l'augmentation de la fonte estivale. Et en fait, cette augmentation de la fonte estivale, elle est liée à deux phénomènes. À la fois un allongement de la période de fonte, c'est-à-dire que ça commence à fondre plus tôt, au printemps, ça commence à fondre au mois d'avril en fait. Et puis à l'automne, on peut avoir de la fonte encore au mois de septembre, voire une bonne partie du mois d'octobre. Et puis si on regarde aussi au cœur de l'été, la fonte est aussi beaucoup plus intense. Lorsqu'un glacier est en équilibre avec le climat, le glacier d'année en année garde le même volume et ceux qui font l'été correspond exactement à ce qui a été stocké pendant l'hiver. Et si le glacier est hors équilibre, si le glacier va perdre de la masse, il va déstocker son capital de glace. Donc là, en fait, le régime du torrent va bénéficier du déstockage de l'eau du glacier, mais en fait, le glacier perd son capital. Donc ça va pouvoir durer un certain temps jusqu'à la disparition du glacier. L'avenir des glaciers est déjà joué pour les 30 prochaines années. Et donc à l'horizon 2050, en fait, on aura pratiquement perdu la moitié des volumes de glace dans les Alpes. Si on part sur un scénario pessimiste, donc pas de politique climatique, rejet de gaz à effet de serre non stabilisé, on peut faire disparaître des gros glaciers comme le glacier blanc ou le glacier d'Argentière à l'horizon 2080-2100. La végétation va recoloniser une bonne partie des terrains délaissés par les glaciers. Les plantes pionnières vont s'installer, créer un sol, et puis après la végétation va s'installer de manière pérenne. Donc ça a une conséquence aussi sur l'évolution du milieu, donc ça offre en fait des nouveaux habitats pour les espèces. Et puis je dirais il y a des conséquences socio-économiques. Les glaciers ça fait partie quand même du patrimoine de la montagne, de la haute montagne, c'est ce qui attire quand même beaucoup de randonneurs. Évidemment la disparition des glaciers ça change aussi les pratiques de l'alpinisme, de l'accès à certains sommets. Certainement les stations de ski vont être amenées à revoir leur politique d'utilisation de ces domaines skiables sur glacier. Elles ont déjà aujourd'hui beaucoup de problèmes pour maintenir une pratique de ski d'été en fait. La couverture neigeuse dans les Alpes a tendance à diminuer. Les stations de moyenne montagne auront de moins en moins de neige, c'est déjà le cas maintenant. Elles seront de moins en moins viables économiquement. Alors certains essayent de trouver des solutions, par exemple avec la neige artificielle, mais ça ne fonctionne que s'il fait suffisamment froid. Sans compter que c'est des dépenses d'énergie et d'eau assez importantes. On pourrait très bien développer un tourisme indépendant de la neige et à ce moment-là compenser très largement. Le réchauffement en moyenne montagne est aussi un problème pour les paysans. En été, les veaux et les agneaux sont à la ferme, tandis que le reste du troupeau est dans les alpages. Mais les conditions dans lesquelles Anne-Marie Gros élève ses vaches et ses brebis ont beaucoup changé depuis l'époque de ses parents. Il neige plus beaucoup. Donc, en fait, il neigeait beaucoup, il faisait froid, la neige tenait. Certains hivers, il neigeait tellement que nos parents n'avaient pas le temps de nous faire la trace, de nous ouvrir la route pour qu'on puisse aller à l'école. Et pourtant, on allait à l'école à pied. Les premières chutes, c'était début novembre. Et puis, il neigeait jusqu'à mi-mars. Et régulièrement, il tombait de la neige. En cumulé, on devait être sur du 1,80 m, 2 mètres de neige sur l'hiver. Cette année, il a neigé une fois. Et il a neigé 20 cm au mois de novembre. Moi, quand j'étais petite, on était sur du moins 25 pendant 3 semaines. Cette année, il a gelé une fois, il a fait moins 8. Et après, on tournait autour de 0, moins 1, moins 2. Mais il n'a jamais fait très froid. Normalement, les brebis, le climat faisait que tous les parasites qu'elles pouvaient ingérer et avoir dans la laine disparaissaient pendant cette période-là. Les périodes d'hiver nettoyaient tout. Là, c'est plus le cas. Et on voit bien que les taux d'infestation sont beaucoup plus importants. On fait des prélèvements pour voir l'état parasitaire des bêtes. Du coup, on a augmenté cette fréquence-là pour pouvoir traiter à bon escient. Il faut qu'on ait une rigueur dans la prévention beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant. Parce que le climat nous aidait à faire tout ça.
On a 50% de baisse du nombre de jours de gel. En gros, sur les Alpes, c'est un peu plus de 120 jours par an. Et pour le scénario pessimiste, on a une quasi-disparition du nombre de jours de gel. On arrive à 5 à 10 jours par an. Dans les cultures, on a des nouveaux parasites aussi. On a une espèce de papillon. Il pond dans les luzernes, on appelle ça le peluchon. Il nous ravage les premières coupes de luzerne en une semaine, elles disparaissent, quoi. Il est présent depuis que le climat est beaucoup plus sec et qu'il pleut beaucoup moins. Sur ma montagne, on avait des névés qui commençaient à fondre début août. Ça fait 5 ans, on n'a plus de névé. Donc aucune réserve d'eau. Mes brebis, elles font 1400 mètres de dénivelé tous les 2 jours pour descendre boire. Parce qu'il n'y a plus d'eau en haut. Il va falloir qu'on s'adapte vite parce que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on l'imaginait. Les mutations du climat n'ont jamais été aussi rapides dans notre histoire. La montagne subit de plein fouet le réchauffement climatique, comme la mer et les forêts. Le trait de côte va reculer, les glaciers vont disparaître. Tout l'environnement méditerranéen est en sursis et aucun retour en arrière n'est possible. La diminution du volume d'eau stocké dans les Alpes et l'allongement des périodes de sécheresse font entrer la Méditerranée dans le temps des défis. Comment se partager l'eau ? Quels seront nos modèles agricoles et nos conditions de vie en ville ? Sommes-nous capables de changer ?